La Cour suprême prend une décision de plus à propos de l'élection de 2020. Et bien sûr, c'est controversé. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Il nous aide avec les algorithmes de YouTube. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Que vous soyez de droite ou de gauche, je pense que nous sommes tous d'accord. Parler de fraude électorale vous met en colère. Vous vous demandez peut-être, ou vous êtes en colère en tapant un commentaire pourquoi je parle de fraude électorale alors que Biden est président depuis plus d'un mois. Eh bien, c'est parce que 2020 n'est pas encore passé. Cette semaine, la Cour suprême des États-Unis a dû se prononcer sur une série de contestations judiciaires concernant l'élection de 2020. Et c'est une grosse affaire. Peu avant l'élection de novembre, M. Trump a nommé Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Elle était sa troisième candidate à la Cour suprême. Et nous avons continué à voir des grands titres anxieux sur la façon dont cela signifierait que la Cour suprême pourrait déterminer qui vote et qui gagne l'élection présidentielle. Le magazine Slate a écrit que la nomination de Barrett en octobre était « grotesque et même macabre ». En effet, avec Barrett installé sur le banc à la vitesse de l'éclair, il y a maintenant 5 juges ultra-conservateurs prêts à interférer avec les efforts des États pour compter chaque vote de leurs citoyens. Leur plan est simple. Jeter les bulletins de vote par correspondance qui sont envoyés le jour du scrutin mais qui arrivent peu après. Et c'est essentiellement ce que voulaient ces poursuites. Parmi les nombreux procès intentés par Trump et les républicains, 2 d'entre eux alléguaient que la Pennsylvanie avait apporté des modifications anticonstitutionnelles à ses lois électorales. Et ils voulaient que certains bulletins de vote envoyés par la poste soient rejetés. Et la Cour suprême des États-Unis, grotesque, voire macabre et ultra-conservatrice, a décidé qu'elle ne voulait pas entendre ces affaires. Alors, est-ce que cela met fin au scandale des fraudes électorales de 2020? Pas du tout. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. La Cour suprême des États-Unis n'entendra donc pas la contestation des élections du Parti républicain en Pennsylvanie. Ils n'ont pas donné de raison. Mais c'est en fait assez typique pour la Cour suprême. Ils sont comme mon père, aucune explication n'est requise, et la décision est définitive. Maintenant, va dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait. Les poursuites ont contesté une décision de la Cour de l'État de Pennsylvanie de septembre dernier. Cette décision permettait de comptabiliser les bulletins de vote reçus jusqu'à 3 jours après l'élection. Les bulletins de vote devaient être envoyés par la poste ou porter le cachet de la poste le jour des élections. L'idée était qu'en raison du coronavirus, plus de gens voulaient voter par correspondance. Cela entraînait des retards dans la distribution du courrier. Ainsi, un bulletin de vote envoyé par la poste le jour du scrutin, mais arrivé en retard à cause de la folie de 2020, pouvait toujours être compté. Maintenant, personnellement, dans une élection très disputée où la Poste a averti en août qu'elle ne pouvait pas gérer l'afflux de courrier dans les bulletins de vote, j'aurais envoyé mon bulletin de vote par courrier un peu plus tôt que le jour de l'élection. Mais j'ai compris. Il y a beaucoup de procrastinateurs. Chez-les. Mais les procès du Parti républicain ont allégué que les changements dans les lois de vote étaient inconstitutionnels, parce qu'ils ont été faits par la Cour suprême de l'État. Alors que la Constitution stipule que les lois de vote doivent être décidées par le corps législatif de l'État. Cette bataille dure depuis des mois. En octobre dernier, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la prolongation de 3 jours de la procédure en Pennsylvanie. Mais c'était proche. C'était une décision à 4 contre 4. Le juge conservateur Roberts s'est rangé du côté des juges libéraux. Amy Coney Barrett a refusé d'intervenir sur la question parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de faire des recherches sur l'affaire. Et cette semaine, comme je l'ai dit, la Cour suprême a formellement rejeté les poursuites, sans explication. Pourquoi? Peut-être parce que l'affaire n'aurait aucune incidence sur les résultats des élections.
Seulement 10 000 bulletins sont arrivés pendant la période de 3 jours, bien en dessous du nombre qui aurait pu mettre en danger la victoire de Joe Biden avec 80 555 voix. Mais voici la grande surprise. Pour que la Cour suprême des États-Unis examine une affaire, il suffit que 4 juges soient d'accord, et théoriquement, il y a 5 juges conservateurs. On pourrait donc penser au moins qu'ils la réexamineraient. Mais je vous en dirai plus après cette dernière pause commerciale. Bienvenue à nouveau. Nous ne savons pas non plus pourquoi la Cour suprême a décidé de ne pas examiner les poursuites électorales en Pennsylvanie. Cependant, nous savons que 2 des juges les plus controversés de la Cour suprême de Trump, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, ont participé à cette décision. La prédiction de Slate ne s'est donc pas réalisée. Seuls 3 juges étaient en désaccord. Les juges Samuel Alito, Clarence Thomas et Neil Gorsuch. Pourquoi ? Selon CNN, c'est parce que le juge Thomas a de la sympathie pour les allégations de fraude sans fondement de Trump. Et Slate était de retour, disant que Thomas fait la promotion des mensonges de Trump sur la fraude électorale dans une opposition alarmante. Ils ont écrit « Thomas a émis une opinion surprenante en s'insurgeant contre les prétendus dangers du vote par correspondance et en déclarant que le SCOTUS doit passer outre les tribunaux de l'État. » Trump est peut-être hors fonction, mais son plus fidèle allié à la Cour suprême des États-Unis poursuit son assaut contre la légitimité de l'élection. Je parie que Kavanaugh et Barrett sont heureux de ne plus être sur la sellette. Cette question est, puisque Thomas a émis un avis, nous pouvons réellement lire ce qu'il a dit. Et cela peut vous surprendre, mais CNN et Slate n'ont peut-être pas été tout à fait exacts. Voici ce que le juge Thomas a réellement écrit. Si les fonctionnaires de l'État ont l'autorité qu'ils ont revendiquée, nous devons le dire clairement. Sinon, nous devons mettre maintenant un terme à cette pratique avant que les conséquences ne deviennent catastrophiques. Oui, on dirait que c'est plus une question de pouvoir donné aux fonctionnaires de l'État, et non de fraude. Le juge Thomas a également reconnu que toute décision n'aurait pas affecté le résultat de l'élection. Mais il souligne qu'il y aura d'autres élections à l'avenir. Ces affaires nous donnent l'occasion idéale de nous pencher sur les pouvoirs dont disposent les fonctionnaires non législatifs pour fixer les règles électorales, et ce bien avant le prochain cycle électoral. Le refus de le faire est inexplicable. En d'autres termes, l'élection de 2020 a été un véritable gâchis, en partie à cause des changements apportés aux règles électorales qui peuvent ou non être constitutionnelles. Ne serait-ce pas une bonne idée de prendre des mesures pour régler ce problème avant les prochaines élections? Alors pourquoi certains disent-ils que Thomas pousse les allégations de fraude sans fondement de Trump? Eh bien, c'est à cause de cette opinion alarmante. Nous avons la chance que de nombreux cas que nous avons vus ne concernent que des changements de règles inappropriés, et non des fraudes. Mais cette observation n'apporte qu'un petit réconfort. Une élection exempte de preuves solides de fraude systémique ne suffit pas à elle seule à donner confiance aux électeurs. Il est également important d'avoir l'assurance que la fraude ne passera pas inaperçue. On dirait donc qu'il parle de l'importance pour les électeurs d'avoir confiance dans nos élections et de s'assurer que nous pouvons détecter les fraudes électorales. Si vous ne comprenez pas comment cela montre de la sympathie pour les accusations de fraude sans fondement de M. Trump, CNN aimerait que vous sachiez que c'est parce que Thomas a utilisé le mot en F 10 fois. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa désapprobation se distingue par le fait qu'elle souscrit à la vision du monde de la fraude de Trump. Attendez un peu. Est-ce que le simple fait de mentionner la fraude électorale, non pas pour les élections de 2020, mais comme un risque futur possible, signifie que vous souscrivez à la vision du monde de Trump? Je suppose que maintenant la seule chose acceptable à dire sur la fraude électorale est qu'elle est sans fondement et impossible. Qu'est-ce que c'est, Shelley? J'ai dit « fraude » 15 fois dans cet épisode. Eh bien, YouTube va démonétiser cette vidéo. Les juges Alito et Gorsuch ont également émis leur propre opinion dissidente, affirmant que les poursuites présentaient une question constitutionnelle importante et récurrente sur les pouvoirs qui appartiennent à la législature de l'État et ceux qui appartiennent aux tribunaux de l'État. Une révision de la Cour suprême aurait pu régler cette question. Mais il y a une question extrêmement préoccupante qui découle de tout cela. En avons-nous enfin fini avec les élections de 2020?
Eh bien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. La Cour suprême a au moins une chance de plus de s'impliquer dans une affaire liée à l'élection présidentielle de 2020. Trump a toujours une demande en suspens auprès des juges pour faire valoir sa contestation infructueuse des changements ordonnés par la commission électorale du Wisconsin dans cet État, notamment l'utilisation des urnes. Cette affaire doit être discutée lors de la conférence à huis clos des juges le 5 mars prochain. Ce qui veut dire que les médias vont encore s'accrocher à Trump pour un peu plus longtemps. Ce programme y compris. Et en parlant de ce programme, si vous voulez que nous continuions à couvrir des sujets comme celui-ci, merci de bien vouloir soutenir l'émission Amérique dévoilée. Nous nous appuyons principalement sur le soutien direct des téléspectateurs, et non sur les recettes publicitaires de YouTube. Alors rendez-vous sur patreon.com/americauncovered, et offrez $1 ou plus par épisode. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.